Nous reprenons le cours de nos échanges sur le deuxième focus, pays de la journée dédié aux États du Burkina Faso et du Mali, sur la thématique liée aux enjeux de la diversification de la base des exportations. Ce focus pays sera modéré par M. Dabiré de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. M. Dabiré, vous avez la parole. Merci. Merci, M. Diao, de me passer la parole pour la modération de ce second focus pays de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus au troisième focus pays de cette rencontre du marché des titres publics 2021 qui concernera le Burkina Faso et le Mali. Je suis Timothée Dabiré, comme l'a dit Diao. Je suis de la Chambre consulaire régionale et je voudrais avant tout propos remercier les organisateurs pour nous avoir associés à cette édition et dire que la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est un organe de la commission de l'UEMOA, a été créé par l'acte additionnel numéro 0297. C'est un organe qui a pour principale mission de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA par la participation à la réflexion sur le processus d'intégration, à la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes compétents de l'Union, la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union, l'appui technique aux chambres consulaires nationales. La Chambre consulaire régionale de l'UEMOA donne ainsi à sa propre initiative ou à celle de la commission de l'UEMOA son avis sur toute question relative à la réalisation des objectifs de l'Union, notamment la législation commerciale, fiscale, douanière et sociale, les négociations commerciales auxquelles participe l'Union, la création et le fonctionnement des bourses de valeur, de commerce et d'observatoires économiques, politique économique et monétaire. Après cette brève présentation de mon institution, et avant de donner la parole aux délégations du Burkina Faso et du Mali pour leur communication, je voudrais rappeler la thématique de ce focus pays qui porte sur les enjeux de la diversification de la base des exportations. Mesdames et messieurs, il est souvent avancé que ce n'est pas seulement le niveau des exportations qui mène à la croissance, mais aussi le degré de diversification de ces exportations, la base de ces exportations. Les défenseurs de ce point de vue ont mis en lumière la forte incidence qu'a la diversification de la base des exportations sur la croissance. Par exemple, si on prend Romer en 90, a considéré la diversification comme un facteur de production. Dika Semeglou et Ziboloti affirmaient que la diversification pouvait accroître les revenus en permettant de répartir les risques liés à l'investissement sur un portefeuille plus large. Aussi, selon la théorie de la division du travail, la spécialisation au service de la croissance économique et du développement formulée par Adam Smith, le modèle de commerce international HOS, les pays devraient se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils disposent d'un avantage comparatif. Or, la littérature récente montre plutôt que les pays ont tendance à diversifier leur production, leurs exportations à mesure qu'ils se développent. La plupart des études menées, il est fait référence au phénomène de concentration, qui consiste essentiellement en une concentration des produits de base et des marchés et qui est considéré comme le principal facteur de l'instabilité des recettes d'exportation. Ainsi, les pays dans lesquels la concentration des produits est importante subiraient des effets négatifs de la volatilité des prix du marché par le biais des fluctuations des recettes en devises. En ce sens, il est généralement avancé qu'un élargissement de la base des exportations par le biais d'une diversification du portefeuille commercial national peut aider à préserver la stabilité des recettes d'exportation, stimulant ainsi
la croissance économique à long terme. En outre, certains estiment que pour que les pays pauvres puissent s'enrichir, il est important qu'ils modifient la composition de leurs exportations. Les débats sur la thèse de Prebys-Singer, la nécessité de l'industrialisation, ont donné la priorité à la diversification des économies pour les rendre moins tributaires des produits de base en raison de la détérioration des termes de l'échange, la faiblesse de la valeur ajoutée et de la lenteur de la croissance de la productivité. Grâce à la diversification de la base des exportations, les risques liés aux investissements sont répartis sur un portefeuille plus large du secteur économique, ce qui se traduit par une augmentation des revenus. Grâce à la diversification des exportations, une économie peut progresser vers la production et l'exportation de produits plus élaborés, ce qui peut contribuer fortement à son développement. Par ailleurs, la diversification des exportations permet d'atteindre au niveau national certains objectifs macroéconomiques, à savoir une croissance économique durable, une balance des paiements satisfaisante, une création d'emplois, une redistribution des revenus. La diversification des exportations indique en ce sens dans quelle mesure une économie est capable de soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux et participer aux chaînes de valeur mondiales. Toutefois, l'analyse des exportations subsahariennes permet d'observer qu'elles sont primaires à près de 80%, issues de l'agriculture, de la forêt, des mines et du pétrole. Le Burkina Faso et le Mali n'en font pas l'exception. D'ailleurs, l'analyse de la structure des exportations de ces deux pays permet d'observer qu'ils souffrent à divers degrés du syndrome hollandais. Une forte concentration des exportations des produits de base issus de ressources naturelles, un petit nombre de marchés étrangers, freinant le développement d'une économie non dépendante des ressources. Comment prise en compte le défi de la quête de la diversification de la base des exportations, les différents plans de développement économique de ces États, deux pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest, dont les exportations reposent sur quelques matières premières, produits primaires sensibles à la volatilité des prix à l'exportation. C'est ce à quoi nous allons nous atteler au cours de ce focus pays. Et je vais donc passer la parole à M. Santere Sanon, conduit la délégation du Burkina Faso, pour la présentation de sa délégation et l'entame donc de la communication du pays. Monsieur Santere, vous avez la parole. Merci, monsieur Davire, monsieur le modérateur. DG Trésor s'était levé momentanément. Je pense qu'il va se connecter d'ici là. Il pourra prendre la parole. Et sinon, il y a également Damof qui est aussi connecté, Boukari Zwanga. C'est globalement donc la délégation du Burkina Faso. Et donc, je pense que vous pouvez commencer la communication et Monsieur Sanon sera là, il pourra intervenir à la suite. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si mon écran est visible. C'est bon? Oui, l'écran est visible. Merci bien. Alors, donc, merci encore, monsieur le modérateur, pour cette introduction. Vous avez effectivement relevé un certain nombre donc, de constats au niveau théorique et également au niveau empirique concernant les pays donc, en développement et particulièrement le Burkina et le Mali, qui sont aujourd'hui donc dans ce focus pays. Et tel que l'agenda nous a été effectivement donc, proposé par les organisateurs de la rencontre donc, des marchés
des titres publics de l'UEMOA. Nous avons une présentation qui se décline donc en 6 points avec un focus donc sur les enjeux de la diversification de la base des exportations au Burkina Faso. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut dire donc du Burkina Faso? Un certain nombre donc d'éléments peuvent être donc ici tirés pour permettre donc de situer contextuellement donc, le Burkina Faso. Vous avez une population d'environ 20 887 000 habitants, avec plus donc de 51,7% qui sont donc des femmes. Et lorsqu'on prend un peu en termes de taux de croissance démographique intercensitaire, nous sommes dans l'ordre de 2,93%. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation, bien sûr, des politiques et des institutions nationales, sur l'ensemble de la période 2015-2018, nous avons eu effectivement une note assez stable. Et en 2019, on a constaté une légère baisse liée à un certain nombre donc, de facteurs connus. Pour ce qui est donc de l'indice Mo Ibrahim, nous avons malheureusement aussi également constaté donc, une baisse continue depuis 2016. Mais des stratégies sont mises en œuvre pour permettre effectivement au Burkina de gagner davantage de place. En matière donc de l'indice de perception effectivement de la corruption à travers Transparency International, là également le pays a malheureusement aussi donc perdu des places et nous pensons pouvoir donc relever tous ces éléments-là au fur et à mesure. En matière donc de climat des affaires, il y a un certain nombre d'éléments tangibles qu'il faut noter. Le pays s'est nettement amélioré en matière de climat donc des affaires, mais ces dernières années quand même, on est encore dans une situation peut-être moins intéressante, mais dans l'espace UEMOA, en dehors donc de la Côte d'Ivoire et du Bénin, nous avons un meilleur score quand même en termes donc de climat des affaires. À la notation financière, nous avons avec Standard & Poor's donc une note B, perspective stable. Et pour ce qui est donc de la dynamique globale, le pays a également donc des évaluations WARA et une perspective donc d'évaluation avec d'autres agences de notation. En matière de développement humain, il faut rappeler que le Burkina Faso a quand même connu beaucoup de progrès de 2000 à 2019. En termes donc d'indice de développement humain, on est passé de 0,29 à 0,45, donc plus de 54%. Et l'espérance de vie a augmenté de plus de 12 ans. Et bien sûr, le revenu national brut par habitant a plus que doublé en cette période. Le PIB par habitant également identique. Donc voilà un peu les caractéristiques, si on veut donner un aperçu global de la situation du Burkina Faso. Mais maintenant, en termes donc d'évolution de la situation économique nationale, il faut rappeler que le Burkina Faso, à l'instar donc des autres pays donc du G5 Sahel, connaît depuis un certain nombre d'années des attaques terroristes qui font qu'au niveau sécuritaire, nous avons un certain nombre donc, de difficultés. Et ces éléments-là impactent forcément donc, sur l'économie du pays. En plus de cela, il faut ajouter bien sûr la pandémie à coronavirus qui, depuis mars 2020, impacte sérieusement donc, la création de la richesse nationale. Mais en termes d'éléments caractéristiques, on peut ajouter aussi qu'il y avait effectivement des élections au niveau politique, couplées, présidentielles, législatives, qui sont déroulées donc, dans de très bonnes conditions, malgré donc, les deux contraintes signalées plus tôt. Alors, en termes de perspectives économiques pour 2020, le Burkina Faso s'est montré effectivement comme étant une économie résiliente, en ayant une croissance, malgré donc tout ce que je venais de citer, positive. Et cette croissance se situerait à près donc de 2%.
contre 5,7% en 2019 et 6,7% en 2018. Et cette croissance est essentiellement portée par le secteur primaire qui, du fait donc de la bonne pluviométrie cette année, a eu quand même un bond significatif. Le secteur secondaire contribue également, mais c'est surtout le secteur tertiaire qui a effectivement subi le choc au niveau national au regard donc de la pandémie à coronavirus. Et ce secteur-là, essentiellement, a connu une baisse donc de l'ordre de 1,4 en 2020, alors qu'il affichait donc des taux de croissance donc de plus de 8% et de 3,7% en 2019 et 2018. Principalement, les sous-secteurs de l'hébergement et de la restauration ont été grandement touchés. Vous avez aussi le secteur donc des transports et d'organisation, bien sûr, donc des manifestations qui a pris un sérieux coup. Tous ces éléments ont modifié un certain nombre d'indicateurs au niveau national que nous allons présenter par la suite. Du reste, de façon globale, lorsque on se met dans la dynamique donc, des perspectives, on constate donc que le pays présente un certain nombre de ratios assez favorables, même si la dégradation a été constatée en 2020. Et pour des éléments donc, de relance, le ratio, bien sûr, du déficit budgétaire également semble être toujours prononcé. Et nous bénéficions bien sûr donc d'un certain nombre d'éléments liés aussi à la suspension donc du pacte au niveau de l'UEMOA, ce qui nous permet donc de relancer un certain nombre de secteurs et surtout donc d'amorcer la transformation structurelle. Mais du reste, les indicateurs clés en matière de dette sont toujours au vert. Il y a également une amélioration en termes de mobilisation donc des ressources nationales, ce qui nous augure donc de belles perspectives pour la bonne mise en œuvre de l'ensemble de ces éléments. Alors, donc, l'activité économique à moyen terme, si nous prenons en termes de perspective, c'est qu'en 2021, nous espérons donc une croissance, nous projetons du moins une croissance donc de 5,2%, tirée principalement par le secteur secondaire. Et pour les années 2021-2022, l'activité économique enregistrait respectivement donc une croissance de sa valeur ajoutée de l'ordre de 5,2 et de 6,9. Et comme vous le voyez un peu dans le graphique, on a un peu la composition en termes de répartition donc, du poids des secteurs qui est présentée pour l'ensemble de la période. Alors, revenant au focus donc sur la diversification de la base des exportations, et comme vous l'avez rappelé, monsieur le modérateur, en votre introduction, la forte volatilité donc, des prix des matières premières ainsi que les crises qu'on a constatées ces dernières années a entraîné fortement une baisse de la croissance au niveau donc, des pays en développement de façon générale, mais également des pays de l'UEMOA de façon spécifique. Et tous ces éléments concourent à démontrer la nécessité d'aller vers une transformation structurelle de nos économies. Comme il est connu, cette relative spécialisation de la production et des exportations dans nos pays constitue donc un goulot d'étranglement en matière effectivement d'atteindre le niveau de croissance nécessaire pour permettre d'atteindre un niveau donc de croissance soutenu et aussi donc d'améliorer la compétitivité des économies. Par conséquent, il serait alors utile de faire de la diversification de la base des exportations un moteur donc du changement structurel des économies de l'UEMOA et particulièrement du Burkina Faso. Sur cette base, nous nous appuyons sur un certain nombre donc de constats que nous relevons ici sous forme de levier. Les exportations constituent effectivement une belle opportunité du côté de la demande parce qu'elle permet effectivement l'accès à un marché international qui offre donc des rémunérations plus élevées par moment, même s'il y a des contraintes, au regard bien sûr de l'étroitesse de nos marchés et bien sûr des revenus de nos populations. Un deuxième élément retenu, c'est du côté de la production. On pense également que cela crée donc des effets d'émulation, l'absorption de l'innovation
et donc la compétitivité des secteurs donc des produits exportables, ce qui est favorable bien sûr à une transformation structurelle de l'économie et à une accélération de la croissance. Troisièmement, un secteur d'exportation dynamique encourage l'investissement national et étranger, augmentant ainsi le capital et la technologie. Et on pense également que le quatrième effet est la génération de devises qui est connue du fait donc que les produits vendus permettent effectivement de générer une quantité importante donc de devises. À ce niveau, il faut rappeler que pour éviter donc les pressions inflationnistes, ça entraîne souvent donc une croissance tirée par la consommation interne. La croissance tirée par les exportations permet donc d'avoir une certaine stabilité macroéconomique et assurer donc une certaine compétitivité internationale. C'est pour ces raisons que l'intégration commerciale est alors essentielle à la croissance donc accélérée. Dans le cas du Burkina Faso, nous constatons donc une faiblesse assez prononcée et qui mérite donc que nous puissions regarder sur un certain nombre d'éléments, comment élargir et approfondir la base donc de nos exportations. Et pour le constat actuel, vous avez principalement donc 5 produits à l'exportation qui prennent donc presque 95% en fait donc des exportations du pays. Vous avez l'or non monétaire, vous l'avez également cité. Vous avez le coton égrené, vous avez les graines et les fruits oléagineux, les cuirs et peaux et les animaux vivants pour l'alimentation. Et en termes de proportion, nous avons voulu ici mettre en exergue une analyse comparative entre 2003 et 2019. Le constat est net. L'or qui représentait 2% de la part donc, des exportations totales donc, du pays est en 2019 à 70%. Alors que le coton égrené qui était à 64%, s'est fortement affaissé pour être au-delà de 11%. Les produits d'élevage, on est à 1,5%. De qualité, on est à 3,5%, même si cette perspective se maintient suffisamment stable. Et les autres produits, on est à 13%. Ça montre donc la forte concentration, effectivement, des exportations du Burkina Faso sur essentiellement l'or non monétaire et bien sûr le coton égrené. Alors, en termes donc d'éléments tangibles au troisième trimestre de 2020, les exportations au niveau du Burkina Faso affichaient donc une augmentation de 2,2% comparativement au trimestre donc au même trimestre donc de 2019. Nécessairement, nous avons constaté des évolutions progressives au deuxième trimestre de 2020 et bien sûr au troisième trimestre. Alors, cette hausse est imputable à la hausse donc des exportations d'or monétaire ressorties à plus de 543 milliards de francs CFA. Et bien évidemment, on a constaté une légère baisse donc de l'exportation du coton fibre et des produits donc du riz végétal, ce qui a amoindri donc la hausse des exportations, ce qui a du moins amoindri la hausse des exportations de l'or monétaire. De façon globale, à la date donc du 31 décembre, au regard donc d'un certain nombre d'éléments, le Burkina Faso présente donc de façon exceptionnelle parce que nous avons classiquement une balance commerciale déficitaire, une balance commerciale excédentaire pour 2020. Mais cela n'est pas lié à la qualité ou à l'augmentation significative des exportations. Loin s'en faut. Cela est lié donc à la limitation des importations du fait donc de la COVID-19 qui a contrebalancé, mais en même temps l'augmentation donc du cours de l'or qui a incité à une production plus accrue de l'or au niveau national. Alors, s'il y a des perspectives à dégager concernant effectivement la diversification de nos économies, notamment la base des exportations, il est important donc de relever que pour assurer une transformation structurelle et un développement durable, nos économies doivent sans doute améliorer les performances en matière d'exportation et d'investissement étranger. Pour le Burkina Faso, un certain nombre de mesures ont été déjà prises, mais d'autres méritent effectivement donc d'être accélérées pour garantir un meilleur élargissement de la base. Pour ce qui est donc des produits phares
notamment le coton, nous pensons également que nous devrons aller vers la transformation donc, sur place donc, du coton pour garantir plus de valeur ajoutée, mais créer aussi des éléments tangibles pour rendre le secteur assez rentable et soutenable. Le secteur de l'élevage aussi mérite une autre priorité, étant donné donc le nombre de personnes concernées et le potentiel d'évolution vers l'exportation, notamment de viande et non donc des animaux sur pied. Il faut développer aussi des opérateurs privés différents et attirer des investisseurs étrangers pour intensifier l'exportation des autres produits qui connaissent également aussi donc un regain, notamment le sésame, le karité, les noix de cajou et l'arachide, pour ne citer que ces produits. Particulièrement pour l'or qui domine de façon hégémonique nos exportations, nous pensons également que du fait donc que ça constitue des opportunités de devises, mais également de recettes pour l'État. Cependant, avec les mines industrielles, il y a très peu de création d'emplois. Ce qui est envisagé aussi à ce niveau, c'est donc le développement d'industries de transformation donc des mines qui créerait donc davantage de la valeur et augmentera le nombre d'emplois dans le secteur. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous sommes dans un climat des affaires suffisamment propice qui puisse donc permettre à l'ensemble des acteurs du secteur privé de créer les conditions. C'est dans ce sens que le gouvernement a engagé, avec bien sûr donc le secteur privé, une analyse donc des éléments bloquants donc du climat des affaires et un mécanisme et un plan donc de mise en œuvre a été élaboré, ce qui permet donc de discuter de comment on peut améliorer ces différents éléments et garantir de plus en plus que les affaires puissent se dérouler assez aisément au Burkina Faso. Mais au niveau de l'institution sous-régionale qu'est l'UEMOA, il est aussi bon qu'on puisse donc regarder pour des mécanismes qui aideraient les pays à gérer, par exemple, genre les hauts et les bas en matière de récolte. Et nécessairement, cela permettrait donc de promouvoir un négoce régional donc des céréales. Mais il faut aussi donc promouvoir des politiques régionales volontaristes en matière de transport et de facilitation des échanges pour permettre donc à ces pays de pouvoir tirer profit. Alors, l'autre grand point, effectivement, qui était attendu dans notre communication, et singulièrement, nous allons présenter l'ensemble et certainement le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'il y a des questions concernant les questions d'endettement, pourrait effectivement aussi intervenir. L'orientation de la stratégie d'endettement à moyen terme se présente un peu plus ou moins comme suit. Lorsque vous prenez le programme d'émission en 2020, vous avez un peu plus ou moins ce que le Burkina souhaitait donc obtenir. Et bien évidemment, sur cette base-là, nous avons pu obtenir un certain nombre d'éléments. Sur un programme global donc de 1065, nous avons pu effectivement sur le marché obtenir 1073 milliards de francs CFA. Alors, quels sont bien sûr les principaux axes de la stratégie en matière d'endettement à moyen terme? Le pays s'est donné comme mission de maintenir le recours aux ressources constitutionnelles pour le financement des besoins de l'économie. Les financements extérieurs libellés en euros seront privilégiés au regard bien sûr de leur faible coût et du risque de change peu élevé qu'ils présentent. Il y a le recours à un emprunt de ressources extérieures non constitutionnelles libellé en euros en conformité avec le programme économique. Cette option se justifie avec le FMI par la nécessité de procéder à un reprofilage donc de la dette intérieure dans le sens d'améliorer la maturité moyenne du portefeuille de la dette. Nous souhaitons également maintenir le recours au marché financier régional avec des volumes émis et des maturités plus longues. Sur cette base-là, le programme d'émission prévoit en 2021 1210 milliards de francs CFA au titre des bons et obligations du Trésor. Et cela pourrait donc présenté sous forme de 65,29% en termes de montant mobilisé sur le marché régional, sous forme donc d'obligations, et 34,72% sous forme de bons du Trésor. Et concernant la structure donc des titres à émettre, le montant est réparti entre 14 émissions du bon du Trésor et 16 émissions d'obligations du Trésor.
dont 2 par appel à épargne publique. Alors, donc, le programme est un peu plus ou moins décliné dans ce sens, hein, juste donc pour présenter les grandes lignes avec donc les options visées. Et vous avez un peu la déclinaison sous forme trimestrielle qui est présentée. Le 6 janvier, le 20, le 3 février, le 13, le 17 février, le 3 mars, le 24 pour le premier trimestre et pour une ambition d'environ 300 milliards. Le deuxième trimestre pour une ambition d'environ 500 milliards et le troisième trimestre pour une ambition donc d'environ 160 milliards et le quatrième trimestre pour environ 250 milliards. Voilà donc globalement le plan de financement donc 2021 du Burkina Faso. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, M. Larba. Au niveau du Burkina, est-ce que le DGCP est arrivé pour intervenir avant que nous ne passions au Mali pour leur communication? DGCP. Vous êtes connecté en tant que intervenir à partir de là. Bonjour à tous. C'est juste... Bonjour, monsieur Sarno. Soyez le bienvenu. Tu préfères là-bas qu'ici? En tout cas, bonjour à tous. Je suis juste vous adresser mes salutations. Pour l'instant, je n'ai pas d'observation particulière. OK. Merci. Donc, nous venons donc de parcourir, de suivre donc la présentation de la communication du Burkina Faso sur le focus pays, à savoir les enjeux de la diversification des exportations. Nous allons donc maintenant passer au Mali pour leur communication. Il faut dire que la délégation du Mali est conduite par M. Sidi Al-Mokhtar Oumar, le directeur national du Trésor du Mali. Mais avant que le Mali ne fasse sa communication, j'aimerais donc rappeler aux différents participants qu'ils ont la possibilité de pouvoir donc poser leurs questions dans la section QR et nous ferons donc plaisir donc de poser ces questions donc aux intervenants dans la seconde phase après les communications. Donc, le Mali est prêt pour sa communication? Bonjour, monsieur le modérateur. Moi, c'est Sidi Al-Mokhtar Oumar, directeur national du Trésor comptabilité publique. Avant de passer donc, la parole à mon collaborateur, monsieur Legem, je dirais, permettez-moi de dire 2 mots. Première chose, ça devrait être de souhaiter à tous les participants une très bonne et heureuse année, que l'année nouvelle nous apporte beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, et voir tous nos vœux exaucés. Et surtout que voir notre marché encore engranger de nouveaux succès. C'est vrai que quand on voit la maturité du marché, quand on voit notre durée de vie, la durée de vie de ce marché, et quand on voit les progrès qui sont réalisés, je pense que quand ce marché mérite des félicitations. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de réformes encore à accomplir. Et le second mot, Monsieur le Président, c'est que je vais vous présenter mes collaborateurs. Il y a Chaka Samake, donc chef de la division banque, banque, et puis M. Willegem qui est chef de section, et c'est lui qui va présenter en tout cas le thème du Mali. Donc à votre permission, donc permettez-moi de redonner la parole à M. Willegem. M. Willegem, s'il vous plaît. Soyez bref. Okay. Bonjour, monsieur le modérateur, et bonjour à l'ensemble des participants. Donc d'abord, je vais essayer de partager mon écran afin de commencer la présentation. Ok. Donc merci à tous une fois de plus. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation du Mali, qui rencontre, et avec le même focus que le Burkina,
sur les enjeux de la diversification de la base d'exportation. Donc, comme présent plan, nous avons d'abord un bref aperçu du Mali, en premier point. Ensuite, nous allons présenter la situation économique récente du Mali. En troisième point, nous allons aborder le focus sur la diversification des exportations. En quatrième point, les perspectives économiques. Pour ensuite aller sur les orientations de la stratégie d'endettement et puis finir par le plan de financement 2021 du Mali. Donc, commençons d'abord par l'aperçu sur le Mali. Nous avons un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a une superficie de 1 241 238 km², avec une population de 2020 estimée à 20 537 000 habitants. La capitale du Mali est Bamako. Et nous avons un PIB par habitant qui tourne autour de 499 257 francs CFA. Et il faut rappeler que le Mali est troisième pays de l'UEMOA par son PIB, troisième puissance économique de l'UEMOA par son PIB. Donc, au dernier classement Doing Business, le Mali a été classé 148e sur le plan mondial. Il faudrait rappeler aussi que le Mali est noté par l'agence de notation sous-régionale et l'agence internationale. Et au niveau des Bloomfield, nous avons eu dernièrement la note BBB à long terme, à court terme, avec perspective à long terme, et la note B3 et la note A3 à court terme. Donc il faut rappeler qu'il y a une notation de Bloomfield qui est actuellement en cours, qui n'est pas terminée, dont nous avons la publication, mais la dernière notation n'est pas encore terminée, et la dernière note que nous avons, c'est celle-là. Au niveau des Moody's, nous sommes passés de B3 à CA1 en devise, avec perspective négative. Vous savez, suite aux événements sociopolitiques qui ont eu lieu le 18 août 2020 au Mali. Donc, l'agence Moody's a décidé, compte tenu de cette situation, de dégrader la note du Mali, en entendant la revue qui est actuellement en cours et qui n'est pas encore terminée. Et au niveau de la Banque mondiale, sur l'évaluation des politiques et des institutions, le Mali a une note de 3,4. Et il faut rappeler que cette note, quand même, est supérieure à la note moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est de 3,1. Donc, nous allons élaborer d'abord maintenant la situation économique récente du Mali. Et nous avons pour cette année une croissance économique, l'année 2020, une croissance économique fortement perturbée par la pandémie et aussi par la crise sociopolitique que le Mali a traversée. Donc, la croissance au niveau de cette 2020 est estimée à moins 2%, donc une récession, après 5,1% en 2019. Et elle a été causée notamment par le ralentissement de la demande extérieure, il y a eu moins de voyages, et des investissements directs étrangers. Il y a eu beaucoup de perturbations sur les échanges, les transports, les flux économiques, les flux financiers, et aussi les sanctions économiques et financières de la CEDEAO, qui ont beaucoup impacté cette année 2020. L'inflation devait être prévue pour 0,7% en 2020, après moins 2,9% en 2019. Bon, il faut noter que ces 0,7% sont contenus dans la norme de l'UEMOA, qui est de 3% maximum. Et cette inflation a été fortement causée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, compte tenu de la pandémie aussi, la fermeture des frontières, la situation économique et des sanctions. Au niveau des finances publiques, sur la situation économique, apparemment, le Mali a quelques soucis de connexion. Nous allons demander à M. Boubacar de se reconnecter et partager son écran pour poursuivre sa communication. J'ai l'impression qu'on avait perdu la connexion à notre niveau. Le ratio, voilà. Donc, je dirais que le ratio de l'encours de la dette rapporté au PIB s'établirait à 44,8% à fin 2020, qui est aussi contenu dans la norme communautaire malgré l'ensemble des crises que nous avons eues. Donc, le volet qui a été le plus impacté par la crise, c'est normalement le déficit budgétaire global, qui est un peu général au niveau de l'UEMOA, mais que le Mali a aussi ressenti comme les autres. Donc, au point 3, nous allons aborder les focus sur la diversification des exportations au Mali.
Donc, on a pris quelques images d'illustration, notamment sur les mangues du Mali, le bétail et le karité. Au niveau des échanges de biens, d'abord, par introduction, nous allons d'abord commencer pour montrer une toute légère partie de la balance commerciale du Mali, notamment au niveau des échanges de biens. Et vous verrez que les exportations du Mali de 2017, qui étaient de 1685 milliards, ont évolué en 2019 à 2153 milliards, soit à près de 27% d'augmentation. Par la même occasion, nous avons les importations de 2095 milliards qui évoluent jusqu'à 2527 milliards en 2019, soit près de 20% d'augmentation. Et malgré cette augmentation des exportations en 2019, nous avons une balance commerciale qui est fréquemment déficitaire. Ça veut dire que nous avons plus d'importations que d'exportations, d'où l'enjeu de revoir le niveau d'exportation. Et le taux de couverture des importations par les exportations le démontre. Nous avons 80,5% en 2017, 90 en 2018 et 85 en 2019. Ça veut dire que nos exportations jusqu'à l'heure actuelle ne couvrent pas l'ensemble des importations et il y a une marge à faire, des efforts à faire à ce niveau. C'était juste une illustration de l'ensemble des exportations. Donc, ensuite, on avance sur les principaux produits d'exportation du Mali. Donc, ce tableau démontre la part en pourcentage des principaux produits d'exportation dans les exportations totales. Vous avez le coton, qui était le produit phare du Mali, l'or non monétaire et les animaux vivants qui nous ont pris et rassembler les autres en or. C'était juste pour illustrer des éléments pour montrer que vous voyez de 2017 à 2019, les 3 dernières années, l'or, le coton fibre et le bétail fibrier représentent à eux seuls 88,7% des recettes d'exportation en 2018 et 90,3% en 2019. Donc rien que ces 3 produits-là représentent la quasi-totalité des produits d'exportation du Mali, soit un besoin réel de diversification, car vous savez qu'au niveau de l'or ou du coton, le prix est géré au niveau international, et pas par le Mali. Donc nous avons jugé qu'il y a une nécessité de diversifier les exportations qui sont dominées déjà par des produits bruts. Les exportations maliennes reposent principalement sur les produits de base non transformés. L'or, il est exporté brut, le coton fibre et le bétail fibrier. Et nous avons une faiblesse des produits manufacturés qui en 2017 était autour de 9%. Les produits manufacturés, c'est généralement les engrais qu'on exporte dans la sous-région et c'est quelques jus de fruits à travers les produits locaux, les fruits de notre pays. Donc il y a un développement qui a été récemment observé sur quelques produits locaux, notamment au niveau de la mangue, la gomme arabique, le karité et le sésame, notamment ce qu'on appelle les graines oléagineuses. Le karité et le sésame sont en train de prendre un peu le pas dans ces exportations du Mali. Et ce faisant, l'État réfléchit à des stratégies pour l'émergence de nouveaux secteurs dans les exportations du Mali. Vous avez d'abord une stratégie nationale de développement des exportations qui a été mise en place. Et cette stratégie-là est issue d'un programme national de développement du commerce et son plan d'action que le Mali a adopté en 2019. Donc, le Mali a adopté en 2019 un programme national de développement du commerce, disons, et son plan d'action sur 2019-2023. Elle permet dans cette politique-là de mettre en place une stratégie nationale qui va permettre de développer les exportations, telles que les statistiques le montrent. Et donc, l'idée, c'est de faire des exportations compétitives, innovantes, durables, pour un Mali émergent à l'horizon 2023. Et pour ce faire, l'accent a été mis sur 10 filières prioritaires pour lesquelles des efforts et des actions doivent être menées pour leur transformation et leurs exportations. Nous avons d'abord les cuirs et peaux, comme le Mali produit assez de bétail, la mangue s'est produite, et les produits oléagineux dont je parlais, notamment le karité et le sésame, qui sont en forte progression, la gomme arabique, l'anacarte, le fonio, la patate douce, le pois sucré et le textile habillement. Et ce sont les 10 produits, les 10 filières dont cités dans la stratégie sur lesquelles les efforts prioritaires doivent être menés afin de relever le défi de l'exportation compétitive. Et sur ces produits, nous avons tiré un produit particulier, notamment la mangue, qui est en forte progression.
et qui émergent beaucoup, sur lesquels des efforts doivent être faits. Notamment, vous savez que la mangue, malheureusement, elle est exportée brute. Donc, des efforts sont en train d'être faits au niveau de la stratégie pour non seulement transformer ces produits avant de les exporter pour le rendre encore plus compétitif. Parce que même quand ils sont exportés à l'état brut, dans la balance commerciale, elles représentent pour très peu, parce que la valeur est faible, même quand la quantité est élevée. Donc, il y a un effort de transformation qui est prévu au niveau de la stratégie pour que ces produits, lorsqu'ils sont exportés, puissent apporter de la valeur ajoutée dans la balance commerciale du Mali. Le deuxième point au niveau des stratégies, c'est un programme qui est en cours au Mali, qui est en cours de mise en œuvre, aussi de réflexion, notamment le programme de développement à l'exportation de la viande du Mali. Il s'agit pour le faire de développer la production et améliorer la santé animale pour mettre en place un système de traçabilité et développer la transformation du bétail en viande. Le Mali est l'un des premiers producteurs de viande au niveau de l'UEMOA et l'un des premiers exportateurs de viande dans l'UEMOA. Les exportations de bétail au niveau de l'UEMOA constituent plus de 50% du Mali, plus de 50% du Mali. Donc, on produit du bétail. Mais elles apportent très peu de valeur ajoutée parce qu'elles sont transformées en bétail. Et l'idée de ce programme, c'est de transformer ce bétail en viande pour non seulement apporter de la valeur ajoutée à l'industrie et apporter de la valeur ajoutée aux produits qui vont être exportés pour l'ensemble. Et ce qui va permettre la conservation aussi de ces produits. Et la valeur ajoutée à ceux qui le commercialisent aussi. À titre d'exemple, on avait pris le cas du bétail souvent qui, lorsqu'il est exporté dans la sous-région, lorsque le commerçant n'arrive pas à vendre son bétail à une période déterminée, se sent obligé de le bazarder pour retourner. Parce que le bétail, retourner avec le bétail encore à l'origine, est encore plus coûteux pour le commerçant qui est obligé de le bazarder et donc moins de valeur ajoutée. Et le transformer en viande permettra de la conserver et d'apporter plus de valeur ajoutée à l'exportation. Donc après, maintenant, le focus sur la diversification des exportations et des enjeux et les stratégies mises en œuvre, nous allons aborder le quatrième point, notamment sur les perspectives économiques au Mali. Et sur ces perspectives économiques du Mali, nous avons une reprise qui est attendue en 2021, notamment les chiffres, les projections sont assez claires. Un taux de croissance en 2021 qui est prévu à 4,4% selon les derniers chiffres de l'INSAT. Le solde budgétaire global est prévu à moins 5,5% du PIB. Le taux de pression fiscale a été prévu pour 15,2%, donc en légère hausse. Et l'inflation qui devrait atteindre 1,5% en 2021, toujours qui reste contenue dans la norme communautaire de 3%. En plus, en 2021, vous avez plusieurs réformes prévues par l'État pour améliorer les fiscales. Et en ce cas, le gouvernement du Mali a entrepris plusieurs actions pour réformer notamment l'élargissement de l'assiette fiscale dans le secteur agricole, qui est le secteur qui conduit le plus le PIB. Il y a des réformes qui sont en cours au niveau de la TVA, au niveau de la fiscalité foncière. Il y a l'introduction de nouvelles accises qui sont en cours et aussi l'adaptation de certaines assises aux normes de l'UEMOA qui sont en deçà même des plafonds de l'UEMOA, notamment les assises sur le tabac, les boissons alcoolisées. Donc, plusieurs réformes sont en cours pour essayer d'améliorer les recettes fiscales en 2021 qui va permettre d'augmenter le taux de pression fiscale et d'améliorer la gouvernance des finances publiques. Et l'objectif de tout ceci, c'est aussi de préserver la discipline budgétaire et la viabilité de la dette. Et lorsque les recettes fiscales vont être plus élevées, ça va permettre à l'État d'emprunter moins et d'assurer une viabilité de la dette et préserver une discipline budgétaire, notamment au niveau des exonérations et tout ce qui est fait sur les finances publiques. Donc, les chiffres qui sont là donnent les principaux agrégats sur la perspective 2021-2023. Nous avons un taux de croissance de 4,4% attendant en 2021 qui passera à 5% en 2023 attendu. Le solde budgétaire en 2021 projeté à moins 5,5% doit passer à moins 3,5% en 2023. Et le taux d'inflation de 1,5% est attendu à 2% en 2023. L'encours de la dette tournera autour de 46%, c'est-à-dire de 46,2% en 2021 à 46,6% en 2023. Et le taux de pression fiscale est attendu pour être à la hausse entre 2021 et 2023, compte tenu des nouvelles mesures et des réformes en cours
au niveau du pays pour essayer de relever le niveau de la pression fiscale, la fiscalité, et améliorer la gouvernance des finances publiques. Donc, après ces perspectives, je passe maintenant aux orientations sur la stratégie d'endettement du Mali. Ici, cette stratégie, le document de stratégie élaboré pour la perspective 2021-2023 propose d'abord sélectionner quelques grandes lignes, notamment le fait de privilégier les emprunts intérieurs de plus longue maturité, notamment privilégier plus d'emprunts de 5 ans et plus au mieux, si on le peut. Il y a aussi le renforcement des actions et des mesures d'optimisation des interventions de l'État sur le marché, c'est-à-dire optimiser nos interventions, faire en sorte que chaque fois que le Mali passe, assurer le taux de couverture et assurer un meilleur taux aussi pour l'ensemble des émissions que nous allons faire. Il s'agit aussi dans la stratégie de rallonger au mieux la durée de vie moyenne de la dette, notamment avec des maturités plus longues et voir aussi les niveaux de titres à émettre. Et en dernier point, nous envisageons dans la stratégie de réaliser des opérations de gestion active de la dette, c'est-à-dire éviter de faire un service de la dette élevé pour assurer la vertu de la dette, trouver des moyens, soit de faire des rachats, des échanges de titres, qui permettent aussi de répondre à la troisième ligne, notamment de rallonger la durée de vie moyenne de la dette, c'est-à-dire faire des échanges avec les investisseurs et racheter certains titres de courte maturité pour émettre des maturités de plus en plus longues. Donc, ce sont les 4 points stratégiques qu'on a sélectionnés pour la stratégie. Et sur la base de cette stratégie, il y a eu des lignes directrices pour le calendrier 2021. Et pour les lignes directrices, nous avons d'abord la maîtrise du risque de refinancement à travers l'allongement de la durée de vie moyenne du portefeuille de la dette. La présence régulière sur le marché financier afin de donner aux investisseurs une meilleure prévisibilité sur nos émissions. Vous allez constater que le Mali intervient maintenant chaque 2 mercredis dans l'année, 2 mercredis dans le mois, donc 2 fois par mois, et généralement les mercredis, ce qui permet aux investisseurs d'avoir une prévisibilité et une idée sur les interventions du Mali. Le choix d'une taille des émissions en ligne avec la capacité d'absorption du marché en vue d'une meilleure maîtrise du coût de la dette. Donc, cela nous permet également de faire des émissions généralement qui tournent autour de 25-30 milliards et pour assurer la couverture d'abord, assurer un meilleur taux et qui permet aux investisseurs aussi de facilement se faire retenir. La réalisation de quelques opérations de plus importantes, couvrir les besoins de financement de la période. Vous verrez plus tard que le montant élevé est assez énorme et compte tenu du montant, les tailles moyennes ne permettent pas de couvrir l'ensemble. Donc, nous avons quelques opérations de grande taille, de taille plus importante, qui nous permettraient de couvrir le montant recherché dans l'année. Et nous avons décidé de nous aligner aux standards du marché, notamment avec le recours aux titres in fine, aux maturités benchmark, aux abondements de titres lorsqu'il le faut, et aux émissions simultanées que le Mali entend de faire. Donc, à travers ces lignes directrices, nous allons entamer le dernier point, notamment le plan de financement 2021, qui se présente ci-dessous. Le montant total à mobiliser est de 910 milliards. Et ce montant est scindé en 22 émissions de titres publics prévues dans l'année, 22 émissions de titres publics, mais 34 titres à émettre. Compte tenu du fait que certaines émissions seront les émissions simultanées, vous avez des émissions simultanées, des émissions où vous avez 4 titres à émettre, ou des émissions où 3 titres à émettre, et des émissions où vous avez 2 titres à émettre. Donc, sur les 22 émissions de titres, nous avons 4 titres à émettre sur l'ensemble de l'année, et donc 6 émissions simultanées. Donc, il y aura au total 7 bons du Trésor de 170 milliards, dont un bon infra-annuel de 25 milliards et 27 obligations du Trésor pour un total de 740 milliards. Je rappelle au passage que l'ensemble de ces émissions ne prend pas en compte certains bons infra-annuels qui peuvent arriver en cours d'année, notamment les bons Covid qui peuvent intervenir, ou certains bons infra-annuels dans le cadre de la gestion ponctuelle de la trésorerie qui peuvent intervenir en cours d'année. Donc, pour souligner, nous avons un remboursement en 2021 en capital de 368 milliards. Donc, nous émettons 910 milliards, mais il y a un remboursement de 368 milliards prévu dans l'année pour relativiser un peu le montant net à émettre. Donc, le programme indicatif est présenté ci-dessus en trimestre. Nous n'avons pas présenté le calendrier total, mais résumé en trimestre,
et en type d'opération. Donc, au premier trimestre, nous aurons 235 milliards, 280 au second trimestre, 240 milliards au troisième trimestre et 155 milliards au dernier trimestre. Donc, en BAD total, vous avez 170 milliards. En obligations assignées au trésor par adjudication, 560 milliards. Et en obligations par appel public à l'épargne, 180 milliards. Juste pour souligner que les 100 milliards et les 80 milliards sont des opérations que nous avons prévues en cours d'année. Notamment, nous avons prévu un APE de 8 ans au second trimestre, en début du second trimestre, et un autre de 10 ans prévu pour le troisième trimestre. Donc, pour un montant de 100 milliards pour les 8 ans et 80 milliards en cours d'année. Je rappelle au passage aussi que vous n'avez pas peut-être les maturités envisagées tournent autour de 6 mois jusqu'à 10 ans. Et pour une prépondérance de plus de 5 ans, nous avons 200 milliards pour les 5 ans qui occupent le haut du tableau. Et les 3 ans sont autour de 180 milliards et les 7 ans autour de 160 milliards. Pour vous expliquer la volonté de rallongement de la maturité des titres que nous avons prévu pour cette année afin de couvrir. Et le total fait en tout les 910 milliards prévus pour l'année 2021. Et sur ce, j'appelle à l'ensemble des investisseurs. Je dis que le Mali attend, tout l'ensemble des investisseurs et tous les partenaires du Mali peuvent venir. Le Mali est un pays garanti. Malgré l'ensemble des crises, nous remboursons nos dettes. Nous sommes encore régulés sur le marché et nous comptons sur l'ensemble des investisseurs pour qu'ensemble, nous soyons tous des acteurs du développement du Mali en nous engageant dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci au Mali et au Burkina pour les deux présentations que nous avons suivies. Des présentations... Voilà, merci donc au Mali et au Burkina pour ces deux communications qui nous permettent de mieux connaître l'économie malienne, de comprendre aussi les difficultés de cette économie-là et de voir les perspectives qui s'offrent donc aux investisseurs pour l'année 2021 comme pour les années à venir. Nous allons donc entamer cette seconde phase donc de discussion. Il s'agira essentiellement de questions donc réponses. Et cette phase, comme je l'avais dit tantôt, les participants, vous avez la possibilité donc de poser vos questions dans la partie questions et réponses QR sur la plateforme. Mais en attendant, donc, en tant que modérateur, je vais aller avec quelques questions et vos questions, si vous les posez, nous allons donc les reprendre et les soumettre donc aux deux pays afin qu'ils puissent mieux vous situer. J'ai une question pour les deux pays, à savoir le Mali et le Burkina. Quand on regarde donc la présentation de ces deux pays, il ressort effectivement que la base des exportations est assez limitée, concentrée sur quelques produits donc du secteur primaire. La diversification implique donc une transformation de ces produits-là, alors que dans les différentes stratégies que nous avons vues ici, il s'agit plus d'élargissement de la base des produits soumis à l'exportation. Et le Mali a ressorti ici une difficulté qui était que les produits étaient sortis, les matières premières donc soumises à l'exportation sortaient de manière brute. Donc, la transformation est très faible en termes d'exportation. Et la première question que je voudrais donc poser aux deux pays, c'est quels sont les obstacles structurels qui limitent les efforts de diversification de la base de vos exportations et qui pourraient être donc des segments pour des investisseurs. Voilà. Quels sont les obstacles structurels qui limitent les efforts de diversification donc de la base des exportations donc, dans différents pays, qui peut être donc des segments sur lesquels des investisseurs pourraient contribuer. On va commencer par le Burkina.
vous avez la possibilité de prendre la parole et le Mali pourra se préparer pour répondre à cette question après. Le Burkina, ok. Merci donc, monsieur le modérateur, et merci pour cette question. Alors, votre préoccupation est essentiellement liée aux obstacles structurels qui limitent effectivement l'élargissement des exportations au Burkina Faso. Alors, il faut reconnaître que pendant longtemps, la politique en matière donc, de promotion des exportations avait concentré l'essentiel sur un certain nombre de produits phares. Nécessairement, eu égard donc à un certain nombre de contraintes liées à l'accès même déjà. Au départ, c'était lié à l'accès au marché international. Par la suite, il y avait effectivement des contraintes liées à l'organisation donc des producteurs. Vous avez des contraintes liées même souvent à la production au regard donc d'un certain nombre de facteurs, notamment climatiques, qui limitent donc la production. Mais de plus en plus, l'orientation a été donnée donc par les autorités d'aller vers une transformation structurelle de l'économie. Et cette transformation structurelle de l'économie amène forcément à créer des conditions pour permettre à la fois une production de qualité, ce qui permet d'accéder au marché international, mais également aussi une transformation au niveau national pour créer davantage de la valeur à même donc de répondre aux besoins donc de consommation locale et pouvoir aussi exporter donc des produits manufacturés. Pour ce qui est essentiellement donc du Burkina Faso, nous avons ces dernières années entrepris un certain nombre de réformes donc dans le secteur et nécessairement avec donc aussi ce qu'on pourrait appeler l'amélioration donc de la production et l'organisation des différentes filières, de manière à créer davantage donc une bonne interconnexion des chaînes de valeur. Nous pensons que de plus en plus ces goulots d'étranglement qui existaient avant vont être relativement levés, ce qui permettrait nécessairement d'accroître déjà la production. Et si effectivement nous arrivons à accroître significativement la production, nous pensons donc que les segments de transformation peuvent être également mis en opportunité sous forme donc d'investissement direct étranger, ce qui permettra à la fois de créer de la valeur au niveau national à travers bien sûr donc ces usines qui vont s'installer et transformer un certain nombre de produits. Mais il faut reconnaître que pour des années où il y a eu des efforts en matière donc de production à la fois diversifiée, que ce soit de la tomate, de l'oignon et autres, lorsque le producteur rationnel qu'il est constate donc qu'il n'arrive pas à commercialiser l'intégralité de sa production, il y a donc un comportement d'anticipation pour les années à venir en termes de production. Donc, l'organisation aujourd'hui donc des comptoirs au niveau donc du Burkina permet un peu plus ou moins donc de canaliser l'ensemble de la production et pouvoir donc créer des conditions pour que le producteur puisse avoir aussi un prix assez rémunérateur. Nous sommes en train de le faire avec donc la filière Anacart. On est en train donc de diversifier pour aller vers donc la production d'un certain nombre de produits dont il y a 10-15 ans, on n'espérait pas que le Burkina pouvait produire. Produire de la banane, produire les mangues, on en produit déjà suffisamment. Mais c'était également le schéma d'écoulement. Mais là également aussi, comme le Mali le disait, on n'est pas arrivé déjà à un niveau de transformation. Nous exportons directement nos mangues donc, tels que nous les recueillons auprès donc, des différents producteurs. Et ça, il faut travailler fondamentalement. Donc, dire globalement aux investisseurs que en matière de production, en tout cas, l'État a mis un grand effort donc, pour développer un certain nombre de secteurs. Et nous avons un grand projet ambitieux qu'on appelle donc le PRECA, qui est un projet d'amélioration de la compétitivité agricole. Et ce projet a vocation à soutenir donc, les acteurs dans le secteur pour densifier la production, améliorer la productivité, ce qui nous permettra donc d'avoir un niveau de production très élevé et de bonne qualité, ce qui garantirait également aussi, en termes d'input pour les investisseurs, la transformation efficace et des possibilités donc de vendre sur le marché international. Voilà donc ce que je pouvais dire en termes
de réponse donc, sur cette première préoccupation. Merci, docteur. Donc, le Mali a la parole. Mali, vous êtes OK. Oui, c'est bon. Vous nous entendez? Allez-y, allez-y. OK, merci beaucoup. Donc, je suis Siaka Samake, comme il avait été dit, le chef de division Banque et Finances. Et en ce qui concerne les obstacles structurels qui limitent les efforts de diversification de la base des investissements au Mali, et nous pouvons citer un certain nombre d'éléments. Il y a, par exemple, le faible respect des normes de qualité pour certains produits, pour pouvoir exporter, pour pouvoir respecter un certain nombre sanitaire. Il y a également une faible participation des entreprises maliennes aux chaînes de valeur, que ce soit sous-régionales ou internationales. Et pour parler de transformation, il faut avoir aussi un tissu industriel assez développé. Et au Mali, il faut dire que ce tissu-là est à un stade un peu embryonnaire. Donc, quand on met ensemble tous ces éléments-là, nous voyons que la politique de diversification peine à avoir les résultats escomptés. Par exemple, quand vous prenez le secteur de la viande que nous voulons développer, nous sommes confrontés aujourd'hui à la vétusté des infrastructures d'abattage et à l'insuffisance d'infrastructures de conservation de la viande, mais également, par exemple, à l'absence d'un parc auto-approprié pour le transport de la viande. Donc, il y a cette question d'infrastructure qui est également liée aussi à la question de l'énergie. Pour pouvoir développer l'industrie, il faut qu'il y ait des sources d'approvisionnement assez efficaces en électricité. D'ailleurs, c'est pourquoi la stratégie nationale de développement des exportations qui a été présentée vise à trouver des réponses à tous ces obstacles-là, pour faire en sorte que les exportations du Mali puissent concerner des produits qui sont transformés, mais également puissent concerner certains produits qui sont là, pour lesquels le Mali a des potentialités énormes, mais faute de transformation, ces produits-là ne sont pas exportés. Donc voilà un peu quelques obstacles qui freinent la diversification de la base des exportations du Mali. OK. Merci aux deux pays pour les réponses apportées à ces premières questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voulaient intervenir pour compléter quelque chose? Donc, je pense qu'à la suite donc, de cette réponse du Mali, il ressort clairement que la faible insertion dans les chaînes de valeur mondiales s'accompagne de flux d'IDE qui ciblent essentiellement les industries extractives et les services. Et dans la communication de Burkina tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait une baisse donc de la part des exportations des services dans le PIB dû à tout ce qu'on a connu comme contrainte en 2020 avec la COVID-19. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que au niveau des deux pays, vous pouvez présenter 1 à 2 projets majeurs dans le domaine donc, de l'agriculture et destinés à l'attraction d'IDE qui inclut un processus de diversification des exportations sur leur cycle de production. On va commencer par le Mali cette fois-ci. Il s'agit au fait de présenter 1 à 2 projets dans le secteur donc, de l'agriculture, inclut le processus de diversification des exportations et qui sont attractifs en termes d'IDE. Vous pouvez y aller.
Oui, non, comme on l'a dit, hein, sur cette question, nous avons beaucoup de projets qui sont liés à l'émergence de la filière mangue aujourd'hui. Nous voyons que le Mali a une production importante de mangue, mais pour des problèmes de transformation, ce produit-là n'arrive pas à atteindre les niveaux escomptés en termes d'exportation. Vraiment, on a encore un problème de connexion avec le Mali. Le Mali a des difficultés de connexion. Peut-être le Burkina peut réagir en attendant que le Mali revienne plus tard. Le Burkina est là. Docteur Larba. Oui, monsieur le modérateur. On va prendre le Burkina. Le Mali va revenir plus tard pour gagner en temps. Ils ont des problèmes de connexion. Quand ils vont revenir, on va leur permettre de revenir. Alors, merci bien, monsieur le modérateur, pour cette deuxième préoccupation. Nécessairement, au Burkina Faso, nous avons effectivement, on peut dire, des sous-secteurs ou, si vous voulez, donc des projets qui pourraient intéresser effectivement les investisseurs dans le sens donc à la fois de la transformation et créer aussi donc une option en termes de diversification. Alors, si vous prenez le Burkina Faso, nous avons ces dernières années développé donc un projet d'intensification de la production de contre-saison. Et ces productions de contre-saison sont beaucoup plus orientées vers un certain nombre de légumes. Donc, quand vous prenez par exemple genre la tomate, vous prenez la pomme de terre au Burkina Faso, nous avons donc des fortes productions donc, de ces produits-là qui sont des produits périssables à court terme. Donc, nécessairement, des acteurs clés dans le maillon pourraient donc s'insérer pour tendre vers la transformation et la commercialisation donc, de ces produits-là. Au niveau du Burkina Faso, vous avez en tout cas sur l'ensemble donc du territoire beaucoup d'acteurs qui produisent donc suffisamment de la tomate. Et nous sommes sûrs que c'est vraiment un maillon dans lequel l'investissement pourrait donc apporter suffisamment de la valeur ajoutée. Et je rappelle essentiellement que la production donc, de contre-saison est orientée beaucoup plus vers les femmes qui en produisent suffisamment aux abords donc, des barrages. Donc, ça va créer à la fois des activités génératrices si elles sont rassurées de pouvoir trouver un écoulement rapide. Nous avons voulu lancer une société dans ce sens-là, mais qui n'a pas prospéré. Et donc, le projet est effectivement là et cherche effectivement preneur sous l'angle d'investisseurs. Au niveau de la pomme de terre également, on estime que de ce côté, on pourra en faire également un bon maillon pour tendre vers donc, la transformation. Vous savez, on pourra en avoir donc, tous les types donc, de chips avec donc, de la pomme de terre produite au Burkina. La particularité, c'est que nous produisons des produits on va dire bio, ce qui pourrait garantir effectivement un niveau donc, de compétitivité beaucoup plus élevé donc, que certains types de produits. Le secteur, effectivement aussi, donc, le sous-secteur de la mangue est en exergue et nous travaillons surtout à faire de Bobo Dioulasso effectivement un pôle régional en matière d'exportation et surtout que c'est la capitale économique. Ce secteur-là aussi, parce que quand vous prenez un peu la zone des hauts bassins, on va dire carrément le Grand Ouest, vous avez une grande production donc, de mangue et en période donc, bien sûr de production, vous avez des difficultés pour les producteurs à pouvoir les écouler. Et avec donc, les variétés qui ont été développées par les instituts nationaux donc, de recherche, nous avons aujourd'hui la possibilité de produire pratiquement sur plus de 6 à 8 mois de la mangue, donc ce qui est déjà intéressant et qui permet aussi donc, de garantir un approvisionnement certain. Voilà pour quelques produits, pour ne citer que cela. Sinon, le secteur de l'anacarde également aussi une grande opportunité. Vous avez également même le projet Sésame que nous avons mis en place, qui aujourd'hui constitue également une belle opportunité à travers tout ce que vous savez donc de la transformation du sésame et de ce que cela peut apporter en termes de bien-être, en termes de produits utilisables donc comme sous-produits dans
la transformation ou la fabrication de d'autres produits. Nous pensons donc que le Burkina peut être considéré comme une opportunité d'investissement pour beaucoup d'investisseurs qui viseraient donc le secteur agricole. Il y a aussi toute la politique nationale en matière d'accompagnement pour densifier la production et même le développement donc des aménagements hydro-agricoles, ce qui garantirait donc une constance dans l'offre donc de production. Voilà quelques idées comme ça que je mets sur la table et en attendant peut-être des questions plus précises si on veut développer pour un secteur précis. Merci. Oui, merci, docteur. Il faut dire qu'il y a un participant qui voulait donc réagir par rapport au dernier développement que vous avez fait, donc sur notamment la noix de cajou. Donc, le Burkina ambitionne donc se positionner sur la production, l'exportation de la noix de cajou. Donc, il y a un participant. Oui, Boubacar, on va revenir, on va finir avec le Burkina comme vous étiez déconnecté. Ok. Voilà. Donc, il y a un participant qui voudrait donc savoir si l'ambition du Burkina sur la noix de cajou prend en compte les spécificités techniques des sols pour la production de cette variété. Oui, certainement. Nécessairement que peut-être il faut apporter plus d'informations pour cette participante qui souhaiterait savoir. Le Burkina produit déjà la noix d'acajou. Hein. Ce n'est pas que nous voulons donc démarrer une production. Nous sommes déjà donc dans une dynamique donc de production. Ce que nous souhaitons, c'est davantage intensifier. Et comme je le disais, notre sol, effectivement, dans certaines parties du territoire, offre effectivement des perspectives heureuses en matière de production donc, de ce type de produits. Et juste donc pour conforter ce que je suis en train de dire, pour l'année 2020, nous avons exporté en termes de noix d'acajou pour une valeur d'environ 36 917 457 000 francs CFA donc de noix d'acajou pour le Burkina Faso. Nous sommes en train de mieux organiser le secteur pour créer davantage de la valeur et éviter donc d'exporter donc le produit brut, mais ça amène en même temps à intensifier davantage la production. Sinon, il n'y a aucun problème en matière de production donc de ce produit-là au niveau national. Merci. Ok, merci, docteur. On revient donc à Boubacar, Mali, avait été interrompu pour le problème de connexion. Oui, tout à fait. Donc, on était sur le premier produit qui était la filière mangue. Maintenant, au-delà de ça, comme on l'a souligné, comme on l'avait souligné, le problème majeur reste la question des infrastructures et puis le tissu industriel. Et dans ce cadre, les projets qui sont aujourd'hui en cours au niveau du Mali, par exemple, nous avons le programme de développement de l'irrigation. Comme vous le savez, le Mali a beaucoup de potentialités dans ce domaine-là. Nous sommes traversés par le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer vraiment notre production agricole. Au-delà de ça, nous avons plusieurs projets qui visent à ramener de l'énergie auprès des producteurs, mais également dans les zones qui peuvent permettre de transformer ces produits-là. Vous avez plusieurs projets de systèmes hybrides d'électrification rurale qui doivent permettre d'encourager la création d'unités de transformation des différents produits que nous comptons exporter avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Voilà, c'est quelques compléments que je voulais ajouter à ce qui avait été initialement dit. Je vous remercie. Ok, merci. Donc, il y a une question d'un participant que je vais poser aux deux pays. Il s'agit au fait d'un participant qui aimerait savoir les stratégies existantes dans les deux pays pour accroître la transformation des produits locaux. Parce que ces produits sont en général les mêmes produits destinés donc à l'exportation. Ce participant aimerait donc savoir la stratégie que ces deux pays comptent développer ou développent pour accroître donc la transformation des produits locaux. Merci, monsieur le modérateur.
Bon, en matière donc de stratégie, au niveau du Burkina Faso, nous avons élaboré ce qu'on appelle la stratégie nationale d'industrialisation. Et derrière, effectivement, cette stratégie, nous visons davantage à accélérer la transformation donc, des produits locaux. Donc, vous avez cette stratégie d'industrialisation a un volet, effectivement, industrie lourde. Il y a également aussi un volet industrie donc, de transformation donc, des produits locaux. Nous sommes conscients que pour donner davantage la valeur et créer de la richesse au profit donc, des acteurs de la chaîne, nous sommes obligés effectivement d'aller vers cette transformation. Et dans cette dynamique, on avait exploré donc, la possibilité, tenant compte donc, des potentialités donc, de chaque région, d'aller vers le Burkina aussi rencontre un problème de connexion. Je pense que là, on a des problèmes de connexion. De manière générale, donc, c'est un secteur sur lequel il faut investir pour améliorer donc, le niveau de connexion dans nos différents pays. Le Burkina joue. Donc, on va passer au Mali. Sur cette question, ils ont la connexion actuellement. Oui, nous avons la connexion actuellement. Alors, en ce qui concerne la transformation, hein, comme on l'a dit, hein, c'est dans la question globale de la diversification des exportations en termes d'accompagnement des acteurs. Nous avons parlé de la question de l'énergie pour permettre l'installation des industries. Et ce que nous pouvons ajouter, c'est vraiment la politique qui consiste à prendre des mesures d'incitation à la création d'entreprises dans certains secteurs porteurs. Parce que là, pour pouvoir transformer, il faut qu'il y ait de l'entrepreneuriat et ces investisseurs-là ont besoin d'accompagnement dans le programme national de développement des exportations et bien évidemment aussi dans le programme d'industrialisation qui est aussi en cours de mise en œuvre. Des mesures sont prévues pour inciter l'installation des investisseurs dans ces domaines de transformation des produits agricoles. Merci. OK, merci au Mali. Docteur Kobiaga, vous pouvez revenir si maintenant vous avez la connexion. Voilà. Oui, je m'excuse. Entre-temps, effectivement, on a été un peu déconnecté. Donc, je disais qu'au niveau du Burkina Faso, avec la stratégie nationale d'industrialisation, nous avons effectivement cette volonté de faire donc du secteur industriel un secteur dynamique, compétitif et durable. Et cela devrait permettre de contribuer à la transformation structurelle donc, de l'économie. Et pour pouvoir y arriver, en fait, on a élaboré un certain nombre d'outils qui nous garantissent effectivement l'atteinte donc de cet objectif tel que défini. Et dans ce sens-là, je parlais effectivement donc d'une région, une industrie qui était effectivement la volonté globale. Mais à côté donc de cette industrie qu'on peut considérer donc de grande portée, il y a la transformation à travers l'appui donc des acteurs pour une transformation donc des produits locaux. Et pour pouvoir garantir effectivement des débouchés, l'État a mis en œuvre donc un mécanisme qui incite à la consommation donc des produits locaux, que ce soit au niveau donc des administrations publiques, que ce soit au niveau donc des grands centres de consommation, que ce soit, si vous prenez un peu plus ou moins les prisons, les écoles, devrait arriver effectivement à une meilleure consommation de ces produits locaux-là et garantir des débouchés pour la transformation. Mais il y a aussi des mécanismes incitatifs qui ont été mis en place, à la fois pour améliorer donc l'offre de financement donc du secteur. Parce que généralement, c'est les capacités donc des acteurs à pouvoir donc se financer et de façon effectivement optimale qui limite donc l'entrée des acteurs pour la transformation des produits locaux. Il y a aussi donc leur organisation
Mais en même temps, il est important de pouvoir développer un certain nombre d'infrastructures, à la fois routières pour permettre l'accès effectivement aux matières premières, mais aussi garantir donc un accès donc de bonne qualité à l'énergie et bien sûr donc aux autres technologies qui permettent donc de produire et de transformer efficacement. Et dans ce sens, je pense que la stratégie décline vraiment des impacts attendus et nous sommes plus ou moins rassurés que dans la dynamique enclenchée, nous allons pouvoir davantage transformer les produits. Au niveau du référentiel national de développement, l'ambition, c'était d'arriver effectivement à un niveau de transformation des produits locaux de l'ordre donc de 45%. De 45%, mais à date d'aujourd'hui, nous sommes encore loin donc de ce compte-là et on se dit qu'il y a forcément donc des actions à engager pour permettre donc de résoudre globalement cela. Et parmi les actions, comme je l'avais cité antérieurement, il y a aussi l'amélioration bien sûr donc du climat des affaires qui permettra beaucoup plus donc la simplification en termes de création d'entreprises, mais également une fiscalité simple et plus attractive qui permettrait à beaucoup d'acteurs donc d'entrer pour pouvoir mieux transformer cela. Il en est de même dans le domaine minier. Nous sommes en train donc de finaliser la politique donc du contenu local au niveau minier. Cela devait permettre effectivement aussi l'entrée dans le secteur et la transformation d'un certain nombre de produits par des entreprises locales. Et nécessairement, on pensait à des mécanismes sous forme donc de pénalités et d'incitation qui pourraient être mis en œuvre pour permettre donc ce mécanisme continu entre entreprises industrielles, et grandes entreprises et les entreprises locales, on puisse trouver cette connexion pour permettre aussi donc de développer la transformation donc des produits locaux au niveau du Burkina Faso. Voilà donc un certain nombre de pistes de réflexion et nous sommes engagés avec donc la nouvelle orientation. D'ailleurs, le programme sur lequel le président du Faso a été élu a vraiment mis l'accent donc sur l'industrialisation, et notamment l'industrialisation à travers la transformation des produits locaux, visant beaucoup plus donc les petites et moyennes industries. Donc, on se dit forcément que dans les jours à venir, des actions fortes vont être effectivement engagées dans ce secteur-là. Merci bien. Merci aux deux pays pour les communications et le temps pris pour répondre donc aux différentes questions. Le temps imparti pour cette session court à sa fin. Je vais donc, dans un dernier tour de table aux deux pays, leur donner donc la parole pour nous dire en quelques mots, en tout cas, ce qui pourrait donc attirer un investisseur dans leur pays et aussi faire un petit clin d'œil sur le processus ZLECAf par rapport avec les exportations. Donc, je vais donc faire un dernier tour de table avec les deux pays pour nous présenter brièvement, voilà, si vous avez affaire à des investisseurs qui sont connectés, présenter un peu ce qui pourrait attirer donc un investisseur dans vos pays. Merci. Le Mali est prêt? Boubacar? Oui. Okay, allez-y. Oui, en tout cas, ce que nous pouvons ajouter à tout ce qui a été dit, au-delà des actions qui sont programmées dans les différents programmes pour le développement des exportations ou encore pour l'industrialisation du pays, il y a aujourd'hui la question de l'énergie qui est au cœur des politiques publiques au Mali. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que ceux qui veulent investir dans ce domaine-là puissent trouver de l'énergie au moindre coût et de façon assez efficace pour permettre le fonctionnement de leur unité.
il y a de la même manière des différents projets qui sont en cours pour les addictions en eau potable pour permettre également d'approvisionner les différentes unités de production. Au-delà de tout cela, il y a un plan qui est là pour l'amélioration du climat des affaires. Il vise aujourd'hui à placer le Mali au cœur des différentes réformes pour permettre de faciliter la création des entreprises, de faciliter la fiscalité au niveau des entreprises, mais également d'accompagner les acteurs sur différents plans pour leur permettre d'accompagner le développement du Mali. Donc, nous lançons un appel à tous les investisseurs. Le Mali est aujourd'hui à une phase où il est en train de poser les jalons pour un développement durable, pour le progrès. Donc, tous les investisseurs sont les bienvenus et les accompagnements nécessaires seront pris pour les permettre de s'installer au Mali. Merci. Merci au Mali. Le Burkina? Ah, ok, le Mali, il y a un mot encore. Oui. Monsieur le directeur, allez-y. Le micro? J'ai dit que je ne voulais pas placer de mots, parce que je pense qu'il y a une nouvelle génération, donc je leur passe la main. Donc, moi, je suis là seulement pour les assister. Effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, les questions clés, c'est vraiment les questions d'infrastructure, l'eau et l'énergie. C'est là que le gouvernement est en train de mettre un accent fondamental sur la question de l'eau à travers les irrigations. Comme l'a dit M. Samake, nous sommes arrosés par deux grands fleuves, le fleuve Niger et puis le fleuve Sénégal. Tout ne doit pas être lié à la pluie. Il faut aussi aujourd'hui qu'on maîtrise l'eau. Donc, ce qui fait que la question d'irrigation, il y a un accent particulier. Et le second point aussi sur lequel on insiste, c'est vraiment la question de l'énergie. Tout le reste, la mesure d'accompagnement, moi je pense qu'au niveau de chacun des États, on trouve les mêmes mesures, les mesures fiscales aussi. Parce que chacun a ses particularités. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment la question de l'eau et puis sur la question de l'énergie, qui, de notre point de vue, c'est la question fondamentale, en tout cas pour tout développement industriel. Mais merci, Monsieur le Président. Merci, le Mali. Le Burkina? Merci, Monsieur le modérateur. Je pense que si nous devons réagir par rapport à cette dernière préoccupation, on peut dire qu'il y a trois grandes bonnes raisons d'investir au Burkina Faso. Nous avons un cadre d'affaires en évolution. Au Burkina Faso, depuis un certain temps, nous avons engagé un certain nombre de réformes visant à améliorer le climat des affaires et les conditions d'investissement au niveau du pays. Nous avons relu le code d'investissement pour créer effectivement un certain nombre d'incitations fiscales significatives, mais également au niveau des règlements de litige, le renforcement du système juridictionnel et la récente mise en place donc, du centre d'arbitrage a permis donc de créer un climat favorable effectivement en termes d'investissement. Ça, c'est vraiment le premier grand point que nous pouvons mettre en exergue. Le deuxième grand point, c'est des richesses dans un environnement effectivement favorable. Nous avons des richesses naturelles qui offrent donc de possibilités nombreuses aux entreprises. Les cultures sont très diversifiées au Burkina Faso et cela en raison des conditions climatiques. Nous avons la culture bien sûr du coton, des oléagineux ou tout autre produit et légumes à forte valeur sur les marchés internationaux qui offrent ainsi des possibilités très intéressantes, notamment dans le textile et l'agro-industriel. Il y a la valorisation, bien sûr, donc des ressources minières également, qui constitue une opportunité intéressante pour le Burkina Faso. Troisième élément, c'est que le Burkina Faso est au cœur du marché ouest africain. Nous sommes l'un des rares pays donc, à bénéficier donc, de 6 pays frontières, permettant bien sûr aux entreprises qui ont une vocation régionale de pouvoir atteindre l'ensemble de ces marchés nationaux-là en se mettant au niveau du Burkina Faso. Et bien évidemment, tout cela est fortement donc, amélioré par un certain nombre donc, de mesures, que ce soit au niveau sous-régional qui permettent à ces entreprises-là de se mouvoir, mais également en matière d'infrastructure. Le Burkina est en train donc de gagner le pari donc, de l'infrastructure, ce qui permet donc le déploiement de la production à partir du Burkina Faso vers donc l'ensemble des capitales de la sous-région. Nous pensons donc que ce positionnement et bien sûr les accords commerciaux dont le Burkina fait partie
permet au Burkina Faso donc de représenter pour les entreprises une base idéale pour couvrir donc le marché régional de l'UEMOA. Voilà donc ce que je voulais dire pour ce qui concerne donc le Burkina Faso, et c'est les 3 aspects donc majeurs. Merci. Merci aussi au Burkina Faso pour cette dernière donc, réponse. Nous sommes donc au terme donc, de nos échanges donc, concernant donc, le 3e focus pays qui portait sur les enjeux de la diversification donc, des exportations dans les 2 pays, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Je vais repasser la parole donc, à M. Diao pour donc, la conclusion de cette session. Je vous remercie. Merci, M. Dabiré, pour votre pertinente intervention. Merci également à tous ceux qui ont pris part à ce focus donc, pour la 3e partie. Nous vous remercions tous pour vos riches interventions sur ce focus pays qui a porté sur les enjeux de la diversification de la base des exportations pour le Burkina et le Mali. Une thématique d'une importance capitale, d'autant qu'elle est abordée dans un contexte de mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale intervenu depuis le 1er janvier 2021. Nous nous donnerons également rendez-vous demain vendredi à partir de 9 h pour la dernière journée des rencontres virtuelles du marché des titres publics. Je rappelle qu'un sondage vous sera soumis pour recueillir vos impressions sur cette 2e journée des rencontres virtuelles du marché des titres publics. N'hésitez pas à nous faire part effectivement de vos impressions. Merci et à demain vendredi à partir de 9 h. Excellente soirée à tout le monde.